Stéphanie Giquel, bonjour. Bonjour. Alors, on va parler un petit peu de ce challenge que vous avez eu avec votre mari. Vous avez marché pendant 74 jours sur, alors c'est pas une banquise, mais donc sur la calotte glaciaire du pôle Nord en Antarctique. Alors déjà, première question un peu simple, mais pourquoi avoir choisi ce défi de l'Antarctique, de marcher comme ça en Antarctique ? En fait, on est passionnés, Jérémy et moi, donc mon mari et moi, par les régions polaires depuis quelques années. On aime le Spitzberg, le Groenland, le pôle Nord. En fait, on aime le désert, on aime la blancheur, le froid, l'immensité. Et c'est vrai que ce sont des espaces qui sont très, très attractifs. Et quand on a commencé à aller dans ces régions, dans le cadre d'expéditions de 2 à 3 semaines, à ski ou à pied, plus souvent au nord parce que c'est plus facilement accessible. À chaque fois qu'on revient, on n'a qu'une envie, c'est retourner dans ces régions. Et c'est ce qui nous est arrivé pour l'Antarctique. Un jour, on a eu cette chance d'y mettre les pieds en 2010. Et c'était sur les côtes du continent. Et au retour de cette expédition, on s'est dit, mais on aimerait vraiment voir ce qu'il y a derrière les côtes du continent. Et la seule façon de voir ce qu'il y a derrière les côtes du continent, parce qu'il y a peu d'images finalement de l'intérieur du continent antarctique, la seule façon de voir ce qu'il y a derrière, c'est de traverser ce continent. Alors l'idée nous paraissait complètement folle. Et puis peu à peu, à force de préparation, de rencontres, d'entraînement, l'idée devient un jour un objectif. Et c'est cet objectif un peu fou qu'on a eu de traverser le continent antarctique pour le découvrir en fait. Alors vous avez eu cette expédition de novembre 2014 jusqu'à janvier de cette année, là janvier 2015. Vous êtes longuement préparé, mais qu'est-ce qui vous a frappé dans cette nature brute que vous avez trouvée là-bas ? Alors beaucoup de choses. Déjà, en fait, l'Antarctique, c'est très très puissant. La nature peut être parfois très violente. On a progressé pendant 40 jours jusqu'au pôle sud avec un vent de face quasi quotidien, un vent jusqu'à 80 km/h qui vous repousse violemment. Mais en même temps, on sent la fragilité de ce lieu parce que on sent que c'est un endroit qui est beaucoup plus pur qu'ailleurs et il faut à tout prix que ça le reste. Et ça se sent quand on passe plus de 70 jours sur ce continent. On voit les contrastes avec Paris, avec le pays dans lequel on vit, avec ce qu'on a l'habitude de voir au quotidien. Et voilà, j'ai été très marquée par beaucoup de choses, par cette puissance, cette fragilité à la fois. Et voilà, j'ai très très envie aujourd'hui de retourner là-bas. C'était magique. C'est quoi ces contrastes ? Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Alors, en fait, déjà pendant 74 jours, on évolue dans un désert, donc pas de faune, pas de flore. Il y a des animaux en Antarctique uniquement sur les côtes du continent, mais pas sur le cœur du continent. Donc on voit absolument rien. C'est un des seuls endroits sur Terre qui est vraiment, vraiment désert. On a même l'impression d'être sur une autre planète. Donc c'est très contrastant quand on rentre à Paris et qu'on voit beaucoup de monde, évidemment. Ensuite, pendant 74 jours, l'air on vit dans un environnement qui est assez pur. Alors je dis, il est plus pur qu'ailleurs, mais il n'est pas complètement pur parce que la pollution qu'on génère ici a quand même des conséquences aussi là-bas. Mais en tout cas, l'air est un peu plus pur qu'ici. Et quand je suis rentrée à Paris pendant plus d'1 mois, j'ai senti la pollution au quotidien, ce que je ne sens pas en temps normal. Donc j'avais beaucoup de difficultés à courir, même à marcher. Je me sentais complètement asphyxiée par cette pollution. Et pourtant, il n'y avait pas de pic de pollution plus important que d'autres jours. Mais c'est juste qu'on est entouré par cette pollution au quotidien, qu'on s'en rend plus compte. Et voilà. Puis on prend aussi conscience quand on va en Antarctique de tout ce que l'homme a construit, de tous ces espaces qu'on a modelés, façonnés, les routes, les immeubles, les entreprises, enfin tout ça, c'est la construction de l'homme. En Antarctique, il n'y a rien et finalement, c'est peut-être à ça que la Terre ressemblait à son origine. Alors vous parlez d'un continent fragile, c'est notamment aussi le nom des conférences, des différentes conférences que vous donnez. En quoi est-il fragile ce continent et surtout, comment se manifeste l'action des hommes sur un continent aussi pur que l'Antarctique ? Alors effectivement, la pollution qu'on génère ici, elle a des conséquences là-bas, en Antarctique.
En fait, le pôle sud est très fragilisé. Ce sont les côtes qui sont très fragiles, notamment par exemple en péninsule antarctique. La température augmente beaucoup plus qu'ailleurs sur le reste du globe. Pourquoi ? Tout simplement parce que lorsque la banquise fond, elle découvre un océan qui, lui, a un albédo qui est moindre que la glace. Et donc cet océan va absorber le rayonnement solaire et cela va avoir un impact finalement sur la température de l'air et la température des courants marins. Finalement, la température va augmenter plus vite qu'ailleurs. Et ça, c'est le cas en péninsule antarctique, c'est le cas sur d'autres endroits de la côte en Antarctique. On a aussi sur les barrières des gros morceaux d'iceberg qui se détachent. C'est le cas par exemple sur la barrière de Ross, où on a des très gros morceaux de glace qui se décrochent et qui flottent aujourd'hui sur les océans autour du continent antarctique. Alors évidemment, ça a des conséquences parce que si ces icebergs fondent, le niveau des mers va s'élever et en plus, ça modifie la salinité puisque les barrières de glace, c'est de l'eau douce qui va se mélanger avec l'eau de la mer. Donc on a différentes manifestations comme ça en Antarctique, une fonte de la banquise, une augmentation de la température plus qu'ailleurs sur le reste du globe, des décrochages d'icebergs sur les barrières. Donc les barrières, ce sont ces glaciers qui vont sur la mer. Hein. Donc on a le cas sur la barrière de Ross, on a aussi la barrière de Ronne. C'est là où nous avons terminé notre expédition le 27 janvier 2015. Nous avons terminé l'expédition sur la barrière de Ronne au niveau de la mer de Weddell. Alors il y a un peu moins de décrochage d'iceberg sur cette barrière qu'en barrière de Ross. Donc nous, on n'a pas vu visuellement les manifestations du changement climatique, parce qu'elles sont surtout sur les côtes et que nous étions au cœur du continent, à un endroit où il fait encore très froid. On a eu des températures jusqu'à moins 50 degrés avant d'atteindre le pôle sud. Donc c'est encore un lieu où il fait très très froid, il y a énormément de vent. Maintenant, on voit des choses et les scientifiques sont en train d'analyser. L'Antarctique, c'est un continent qui est étudié depuis quelques années seulement. Il y a un traité justement qui protège ces études en Antarctique. Et on découvre des choses de plus en plus. On a des phénomènes, notamment des phénomènes de pluie en terre Adélie qu'on n'avait pas il y a quelques années. Nous, on a eu notamment des phénomènes de neige pendant plusieurs jours, des chutes de neige. Donc ça aussi, peut-être, c'est un lien avec le réchauffement climatique. Ce sont des choses qui sont encore en cours d'analyse. Il n'y a pas encore beaucoup de conclusions sur ces analyses qui sont faites, que ce soit en terre Adélie ou sur la base Amundsen Scott au pôle Sud. Et alors la faute à quoi finalement ? Est-ce que vous avez une idée ? Pourquoi est-ce qu'on s'est intéressé que tout récemment à ce territoire-là, alors que l'Arctique est un territoire auquel on s'intéresse depuis beaucoup plus longtemps, notamment pour toutes ses ressources ? Alors l'Antarctique déjà a une histoire particulière. Déjà, c'est un continent qui a été découvert tardivement parce que c'est le continent des extrêmes. Donc le pôle Sud a été atteint pour la première fois en 1911, donc on l'a atteint tardivement. Dans les années 50, avec l'année géophysique internationale, on a des bases qui se sont installées en Antarctique. On a une 50aine de bases. Là, chacun des pays, une douzaine de pays a revendiqué une partie de ce continent. Donc on a eu au début des revendications territoriales et on ne pensait pas trop encore à la science, on pensait surtout à revendiquer une partie de ce continent antarctique qui n'appartient à personne. Et les États se sont mis d'accord en 1959 pour signer un traité sur l'Antarctique. Et en 1991, on a signé 3 protocoles, dont un sur l'environnement. Relatif à ce traité, et ce protocole énonce que ça sera une terre de science qui n'appartient à personne et sur laquelle on peut effectivement faire des analyses scientifiques, installer des bases scientifiques, que toutes ces études sont publiées, donc elles sont accessibles à tous les laboratoires, et que c'est un continent où les activités sont simplement des activités pacifiques, non militaires, et qu'aucune extraction de ressources n'est possible sur ce continent. Après, les images satellites sur la fonte de la banquise, elles sont apparues dans les années 80, et c'est vrai, en Antarctique, c'est vrai aussi en Arctique. Maintenant, on parle plus souvent de l'Arctique parce qu'on a une fonte de la banquise qui est
très significative en Arctique. On a aujourd'hui 4 millions de kilomètres carrés de banquise durant l'été. On a les passages du nord-ouest et du nord-est qui sont extrêmement ouverts. Alors là aussi, ça dépend des années, parce qu'il y a des années où ces passages sont bloqués. Donc le réchauffement climatique, c'est vraiment des tendances générales et c'est pas forcément sur une période de temps très courte. Il faut vraiment regarder les choses de façon très, très générale. Mais on s'intéresse à l'Arctique, on en parle beaucoup, parce qu'aujourd'hui, évidemment, beaucoup d'États s'intéressent à ces ressources, notamment les États qui sont limitrophes à l'Arctique. On aimerait aussi pouvoir passer par le pôle Nord, plus ça serait plus simple. Donc c'est vrai que c'est un continent, enfin c'est un territoire, l'Arctique, qui est très très étudié, on en parle beaucoup. Maintenant, l'Antarctique aujourd'hui est protégé par un traité, donc le protocole sur l'environnement qui a été signé à Madrid, il va durer jusqu'en 2041. Espérons qu'en 2041, on arrive à renégocier un traité qui soit aussi protecteur pour l'Antarctique que ce qu'il est aujourd'hui, parce que évidemment, un jour, on s'intéressera peut-être aussi à ces ressources qui sont là-bas. Mais aujourd'hui, je pense que c'est un territoire qui est tellement extrême, c'est vraiment le continent des extrêmes. Et donc finalement, on a réussi à se mettre d'accord en pleine guerre froide. Plusieurs États se sont mis d'accord, d'autres États ont ratifié ce traité. Mais quelque part, ça s'explique aussi parce que c'est tellement loin, tellement isolé, c'est tellement compliqué d'y aller que finalement, pour l'instant, on préfère s'intéresser à l'Arctique. Ouais. Alors, vous parlez justement d'un territoire qui est très, on ne va pas dire contrôlé, mais qui en tout cas, auquel on fait très attention. Parlez-nous par exemple de la gestion des déchets que vous avez eue lors de votre défi sportif. C'est très particulier, vous devez vraiment montrer patte blanche finalement. Oui, alors pour se rendre en Antarctique, on doit avoir des autorisations. Donc ça aussi, c'est le traité de l'Antarctique qui régit ces autorisations. Un État doit être capable de dire aux autres États qu'il a tel ou tel ressortissant sur le continent antarctique. Donc ça a été notre cas, on a demandé ces autorisations, on les a obtenues. Ça a été un peu le parcours du combattant pour justifier notre expédition et expliquer ce qu'on allait faire exactement en Antarctique. Et dans les obligations que nous avions, et ça me semble totalement normal et naturel, c'est que nous devions transporter nos déchets. Donc on a transporté nos déchets sur notre traîneau, notre Pulka, pendant les 74 jours. Alors au final, c'est pas très très lourd parce que ces déchets, ce sont par exemple les sachets de repas lyophilisés, donc ils sont vides une fois qu'on a mangé, donc on peut les transporter, c'est pas très très lourd. Et de toute façon, il me semble normal, quand on est aventurier, qu'on se rend dans des espaces qui sont complètement déserts, où il n'y a absolument rien, et ça me semble logique finalement de ne pas aller polluer l'environnement. Et je n'imagine pas un aventurier qui jette ses déchets en Antarctique alors que c'est un endroit tellement préservé, tellement beau, que ça me semblerait complètement hallucinant. Alors après, on sait que dans les océans, il y a énormément de déchets. En Antarctique, c'est pas du tout comme les océans, c'est vraiment un lieu qui est encore totalement désert et il n'y a rien, on ne va pas croiser des déchets sur le continent antarctique. Donc on a eu cette gestion des déchets. Ensuite, en arrivant au pôle sud, là les contraintes sont encore plus strictes puisque autour du pôle sud géographique, sur le plateau antarctique, donc les 100 km qui entourent le pôle sud, pour pouvoir préserver les activités scientifiques qui s'y déroulent, on doit aussi transporter nos déchets humains. Donc ça, c'est une des règles que l'on a quand on traverse ce continent. Donc on avait un sac spécifique pour les déchets humains aussi. Voilà. Alors, preuve de votre engagement, on va dire, pour ce territoire, vous avez sorti un livre, produit un film, vous avez été aussi suivi par des scolaires. Vous voulez presque laisser un petit peu votre empreinte, finalement, montrer, essayer de sensibiliser aussi les scolaires ? Oui, l'objectif aujourd'hui, c'est de sensibiliser le public à la beauté de ces régions polaires pour donner envie au public, et notamment aux plus jeunes, de protéger notre planète. Donc cette mobilisation, elle se fait de différentes manières. Déjà, pendant l'expédition, on était suivis par plusieurs écoles, des collèges, des lycées. J'ai en tête notamment un collège qui s'est énormément impliqué, un collège du Lot-et-Garonne, le collège Jean Boucheron. Les enfants, donc c'est plusieurs classes de 6e qui ont établi un atlas sur le réchauffement climatique en Arctique et en Antarctique. Ils avaient des cours, ces enfants, en plus de leur programme classique, ils avaient des cours le soir pour pouvoir suivre l'expédition et établir un atlas. C'est un atlas qu'on a vu donc à notre retour. On est allé leur rendre visite
suite au mois de juin. Et ces enfants ont gagné notamment un prix sur le concours académique sur le changement climatique. Donc on leur a remis un prix le 9 octobre pour leur implication et leurs travaux. Parce qu'il faut savoir que dans les écoles, l'Antarctique est encore peu étudiée. On étudie souvent les zones peuplées, donc les autres continents, mais pas beaucoup l'Antarctique. Et ces jeunes ont appris beaucoup de choses. Aujourd'hui, ils connaissent les différences entre l'Arctique et l'Antarctique. Ils savent beaucoup plus de choses finalement que la plupart d'entre nous, parce qu'on n'étudie pas beaucoup ce continent, on en parle pas beaucoup. C'est vrai qu'en France, on parle plus souvent du pôle Nord, c'est plus proche et on a moins cette culture des régions polaires qu'on peut avoir par exemple en Norvège ou dans d'autres pays. Et donc ces enfants ont été extrêmement sensibilisés. Et ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on se rend dans d'autres écoles, donc y compris des écoles qui ne nous ont pas forcément suivis pendant l'expédition, et notamment des écoles donc à Paris, puisque c'est proche de là où on réside. Donc on a un accord avec le rectorat justement pour pouvoir se rendre dans les écoles, les collèges, présenter nos images d'Antarctique. Et quand on voit l'émerveillement des enfants face à ces images, on sait qu'ils seront extrêmement motivés pour agir demain, parce que les défis auxquels on va être confrontés, et auxquels on est déjà confrontés, mais auxquels ils seront encore plus confrontés, sont colossaux, et il faut qu'ils soient extrêmement motivés pour les relever. Donc nous, ça nous fait extrêmement plaisir de nous rendre dans les écoles. Et puis après, on essaye également de sensibiliser le public, on va dire, adulte. C'est ce qu'on fait aujourd'hui lorsqu'on est présent au Bourget ou lorsque l'on est présent dans des manifestations comme la baleine bleue ou le colloque sur le réchauffement antarctique dans quelques jours. L'objectif, c'est véritablement de sensibiliser le public à la beauté de ces espaces. On montre aussi nos photos, puisqu'on expose, on a plusieurs lieux d'exposition en France. On a 4 expositions en cours qui ont été labellisées COP21 et qui ont pour objectif de montrer ces images et de sensibiliser le public, parce qu'on a très très peu d'images du cœur du continent. On voit beaucoup de reportages, de vidéos, de photos des côtes, la péninsule, les icebergs, l'arrivée en Antarctique en bateau. Les bases scientifiques aussi sont souvent photographiées ou filmées, mais dans le cœur du continent, on est tellement peu à avoir arpenté ce continent qu'il y a très peu d'images, et des images qu'on a rapportées sont des images absolument uniques. C'était véritablement un objectif pour nous de les rapporter. Au-delà de l'exploit sportif, c'était avant tout pouvoir rapporter un film, rapporter des photos qu'on a donc aujourd'hui insérées dans un livre de photos, effectivement un livre de textes et photos, et qu'on expose dans divers endroits. Alors vous parlez de la jeunesse, de ce défi de la jeunesse qui va arriver. Est-ce que vous la voyez vraiment réellement motivée et surtout consciente de l'enjeu aujourd'hui de protéger la planète ? Alors, c'est vrai qu'on les sent très conscients. Alors après, ça dépend de l'âge. Les tout petits sont déjà très émerveillés de la beauté de leur planète. Et quand on leur montre des images, ils sont émerveillés, curieux. Donc, c'est vraiment le premier pas vers la prise de conscience et puis peut-être plus tard la mobilisation. Et les jeunes, on les sent mobilisés. On était il y a quelques jours à la conférence des jeunes à Villepinte. Et donc, c'est une conférence qui est organisée tous les ans avant la COP dans le pays où a lieu la conférence sur le climat. Et les jeunes étaient extrêmement dynamiques, énergiques. Ça faisait vraiment plaisir à voir, parce qu'on sent qu'ils ont cette énergie. Et c'est vrai que les générations Y et Z savent qu'ils vont avoir énormément de défis à relever, que ce soit des défis climatiques, mais aussi des défis économiques et de nombreux défis. Et finalement, ils ont ça en eux d'apprendre à oser, ils acceptent le changement, ils ont envie de relever tous ces défis, quelque part peut-être aussi parce qu'ils n'ont pas le choix, et ça on sent qu'ils en sont tout à fait conscients, et on a été vraiment ravis de participer à cette conférence à Villepinte. On exposait des photographies, on a donné une conférence, on était vraiment, on est ressorti de là extrêmement motivés, extrêmement confiants et vraiment très très motivés, oui. Alors une dernière question un peu plus personnelle, celle-ci, sur la COP21, sur tout ce qui se passe, sur l'ambiance aussi de cette conférence mondiale sur le climat. Selon vous, personnellement, quelles sont les actions que vous aimeriez voir mises en place pour sauver finalement ce pôle, cet Antarctique-là ?
Alors déjà, les actions, l'Antarctique aujourd'hui est protégée par un traité, donc j'espère déjà que ce traité pourra être renégocié dans de bonnes conditions quand il faudra le renégocier dans quelques années. C'est pour ça aussi que j'attache beaucoup d'importance à la sensibilisation des jeunes à l'Antarctique, parce que je sais que c'est eux qui seront amenés à renégocier ce traité demain. Après, je pense que, évidemment, sur les négociations en cours, l'idéal aurait été de pouvoir limiter au maximum l'augmentation de la température. Les 2 degrés, on sait qu'on va peut-être pas y arriver tout de suite. L'important, ça serait de pouvoir chaque année ou tous les 5 ans pouvoir réviser ces contributions. C'est extrêmement complexe parce que chacun des pays voit finalement son intérêt personnel. Il faudrait, je pense, avoir des visions beaucoup plus long terme. On est encore trop, je pense, sur du court terme. Et c'est vraiment important d'avoir une vision long terme et une vision peut-être un peu moins financière. Donc après, voilà, je pense que c'est à nous aussi, citoyens, à continuer à se mobiliser. Il y a eu une très très forte mobilisation durant la COP21. On le voit à Paris, on le voit au Grand Palais, on l'a vu au Bourget avec les espaces Génération Climat, mais on l'a vu dans toute la France avec toutes les manifestations qui ont été organisées. Et je pense que ça, il faut surtout qu'on continue à se mobiliser après la COP21. Il ne faut pas que ce soit juste une parenthèse. Il faut qu'on continue nos actions. Il ne faut surtout pas arrêter. Alors ça peut être des actions de sensibilisation. On voit qu'il y a de plus en plus d'entreprises aussi qui sont créées par des jeunes pour trouver des solutions de transition énergétique. Tout ça, voilà, c'est très très motivant. Et je pense qu'il faut vraiment continuer parce que c'est en changeant nos modes de consommation, en changeant en tant que consommateurs, que les entreprises et les États pourront nous suivre et qu'on peut espérer voir les choses s'améliorer à l'avenir. Merci beaucoup, Stéphanie Giquel. Merci.